Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment caractériser une matrice de réflexion. On avait vu comment caractériser une matrice de rotation dans une première vidéo, et donc j'ai mis le lien vers la première partie dans la description. Ici, on va voir que c'est plus ou moins la même chose, il y a juste, c'est un tout petit peu plus rapide, puisque c'est une réflexion, donc on va juste déterminer le plan, il n'y a pas d'histoire d'angle de rotation, mais sinon, grosso modo, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Déjà, il faut vérifier que la matrice est bien orthogonale, comme ça veut dire qu'elle caractérise une isométrie. Alors, pour montrer qu'elle est orthogonale, plusieurs méthodes. On peut montrer que la transposée de A fois A est égale à l'identité, parce que ça, c'est la définition d'une matrice orthogonale, hein, la transposée est égale à la matrice inverse, ou alors que A fois transposée de A égale l'identité, ça revient au même. On peut aussi montrer que les vecteurs colonnes forment une base orthonormée, c'est-à-dire que si je note C1, C2 et C3, les vecteurs de la base, alors attention, C1 ce sera ça sur 7, puisque j'ai le 1 septième qui est pour tout le monde, C2 ce sera ça sur 7, et C3 ce sera ça sur 7. Et bien si je montre que la base, enfin que les vecteurs C1, C2, C3 forment une base orthonormée, à ce moment-là, je pourrais conclure que j'ai bien une matrice orthogonale. Donc pour montrer que la matrice, que la base est orthonormée, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, plutôt que d'utiliser ça, je vais montrer que la norme de chacun des vecteurs est égale à 1, comme ça du coup la matrice, enfin les vecteurs seront normés, et en plus la famille C1, C2, C3 doit être orthogonale, c'est-à-dire que le produit scalaire de chacun des vecteurs 2 à 2, donc C1, C2, C1, C3 et C2, C3, doivent être orthogonaux, c'est-à-dire que le produit scalaire doit être égal à 0. Eh bien, c'est justement ce que je vais faire. Il y a d'autres méthodes pour montrer que la matrice est orthogonale, mais je trouve que ça, c'est quand même la méthode la plus rapide. Alors, on va déjà calculer la norme, il faut montrer que la norme est égale à 1. Alors, que vaut la norme de C1? Donc déjà, il faut dire que vaut C1. Alors, C1, j'ai dit que c'est ça divisé par 7, c'est-à-dire que c'est le vecteur moins 2 septièmes, 6 septièmes et moins 3 septièmes. Et donc si je fais la norme de C1, c'est tout simplement, alors je vais la faire au carré, pourquoi au carré? Parce que comme la norme vaut 1, je sais que si je la fais au carré, ça vaut 1, et l'intérêt de la mettre au carré, c'est que je me débarrasse de la racine, parce que normalement la norme, c'est racine de ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré. Si je la mets au carré, l'intérêt c'est que j'ai plus la racine, et de toute façon je trouverai 1, puisque la norme vaut 1. Donc du coup, ça fait juste ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré. Ça au carré, ça fait moins 2 septièmes au carré, le moins au carré s'en va. 2 au carré, ça fait 4. 7 au carré, ça fait 49. Ensuite, 6 au carré, ça fait 36. Sur 7 au carré, toujours 49. Et enfin, moins 3 au carré, ça fait 9. Et sur 7 au carré, toujours 49. 36 et 4, 40. Plus 9, 49. Donc ça fait 49 sur 49. C'est-à-dire que ça fait 1. Et donc, puisque ça fait 1, j'ai bien C1 carré qui vaut 1, donc C1 égale racine de 1. Attention, parce que comme C1 est positif, il n'y a pas d'histoire de racine de 1 ou moins racine de 1, hein, c'est juste racine de 1. Donc, norme de C1 égale racine de 1, ce qui fait 1, et donc j'ai bien la norme de C1 qui vaut 1. Maintenant, pour C2, alors je ne vais pas tout effacer, puisque finalement, pour C2, qu'est-ce qui va changer? J'aurai toujours le 1 septième partout, donc finalement, on sera à chaque fois toujours 1 septième. La seule différence, c'est que les coefficients sera 6, 3 et 2. Sauf que comme on voit que là, j'avais 2, 6 et 3, le fait qu'il y ait des moins, ça ne change rien, puisqu'après, dans la norme, je les mets au carré. Et finalement, ça juste revient à mettre ici un 6, ici un 3, et ici un 2. Mais du coup, en fait, 6 au carré, ça donne 36, donc ça donne celui-là. 3 au carré, ça donne 9, donc ça fera celui-là. Et le 2 septième au carré, ça donnera celui-là. Donc c'est les mêmes dans un autre sens, mais finalement ça revient au même. Hein. Ça donnera 49 sur 49, donc ça donnera 1 également. Et pareil pour le C3. Hein. Le C3, finalement, ça revient à mettre toujours le 2, 3, 6, mais dans un autre ordre, puisque là j'aurai ici le moins 3, ici le 2, et ici le 6. Ce qui fait que le premier, moins 3 au carré, enfin moins 3 septième au carré, ça donnera celui-là. 2 septièmes au carré, ça donne lui. 6 septièmes au carré, ça donne lui. Donc ça donne 49 sur 49, qui fait 1 aussi. Et donc finalement, dans les trois cas, j'ai bien la norme du vecteur qui est égale à 1. Donc comme on le voit, c'est très rapide, et donc j'ai pas besoin de me casser la tête à tout réécrire. Si on a l'oral, on peut l'évoquer comme ça, le fait que permuter le 2, 3 et le 6 revient strictement au même pour la norme, puisqu'en plus, oui certes il y a des moins, mais avec le carré, ça s'en va. Et donc finalement, on montre très rapidement que la famille est normée.
Maintenant, il faut montrer que l'infini est orthogonal, c'est-à-dire que le produit scalaire 2A2 des vecteurs est égal à 0. Alors, sachant que le C1, comme on avait vu, c'est ça sur 7, et le C2, c'est ça sur 7. Sauf que, comme à la fin, je dois trouver 0, tout ce qui est sur 7, je peux le mettre en facteur, puisque ça ne va pas influencer le résultat qui sera 7. Hein. J'aurai C1 scalaire C2, qui sera égal à 1 septième du vecteur colonne ici, scalaire 1 septième du vecteur colonne qui est là. Mais par linéarité du produit scalaire, je peux dire que c'est 1 49e scalaire, donc là le moins 2, 6, moins 3, et ici le 6, 3, 2. Voilà. Mais comme au final ça fait 0, le 1 49e, normalement il sera fois 0, et donc finalement à chaque fois le 1 septième, je peux ne pas le prendre en compte, ce qui fait que je peux me baser uniquement sur les coefficients qui sont dans la matrice sans le 1 septième. Donc là, si je fais le produit scalaire, hein, je rappelle que c'est xx' plus yy' plus zz', moins 2 fois 6, ça fait moins 12, 6 fois 3, ça fait 18, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Moins 12, moins 6, moins 18, plus 18, 0, fois 1 sur 49, ça fait bien 0. Donc le premier vaut bien 0. Si je fais C1 scalaire C3, qu'est-ce qui va changer? Bah là, ici, j'aurai C3, donc le C1, lui, il reste. Le C3, c'est toujours un septième. Là, c'est juste que l'ordre change, ça fait moins 3, 2 et 6. Donc j'aurai toujours le 1 sur 49 en facteur. Alors ici, du coup, ça va légèrement changer au niveau des coefficients, puisque moins 2 fois moins 3, moins, ça fait plus, donc ça fait 6. 6 fois 2, ça fait 12, et moins 3 fois 6, ça fait moins 18, bah ça fait encore 18 moins 18, c'est-à-dire 0, fois 1 sur 49, 0, donc j'ai bien 0. Donc le C1 scalaire C3 vaut bien 0. Et maintenant, il me reste C2 scalaire C3. C2 scalaire C3, ça va changer ici le C2. Donc là, ce qui va changer, c'est le vecteur qui sera là. Donc C2, bah, ce sera 6, 3, 2. Ici, hop. Scalaire le C3 qui, lui, ne change pas. Et donc, encore une fois, j'ai le 1 sur 49 qui ne bouge pas. Et ici, j'ai juste à changer ce que j'ai dans la parenthèse. Qu'est-ce que j'ai dans la parenthèse? J'ai 6 fois moins 3, c'est-à-dire moins 18. 3 fois 2, ça fait 6. Et 2 fois 6, ça fait 12. 18 moins 18, encore une fois, ça fait 0. Comme on le voit, hein, comme ici, j'ai les mêmes coefficients, c'est juste qu'ils changent d'ordre. Nécessairement, à chaque fois, j'aurai 18 moins 18. Et donc, ça donnera toujours 0. Et donc, comme on le voit, hein, là, les calculs sont très rapides et très simples, ce qui permet de montrer très rapidement que la base est orthonormée. Et donc, puisque la base est orthonormée, puisque les vecteurs C1, C2, C3 sont orthonormés, on en déduit que grand A est une matrice orthogonale. Hein, je ne l'ai pas montré avec la transposée de A fois A égale l'identité, je l'ai montré avec ça. Et donc, si c'est une matrice orthogonale, j'en déduis que grand A représente une isométrie. Alors, après, direct ou indirect, ça, il faut regarder si le déterminant est égal à 1 ou à moins 1. Parce que si c'est 1, à ce moment-là, ce sera une isométrie directe, donc une rotation. Si c'est moins 1, ce sera une isométrie indirecte, et donc une réflexion. Alors pour savoir si le déterminant vaut 1 ou moins 1, première possibilité, bah, je calcule tout simplement le déterminant, avec soit sa ruse, soit en développant sur une ligne ou une colonne. C'est tout à fait possible de le faire, sauf que bon, c'est un petit peu long, donc c'est pas forcément très intelligent. Ici, ce que je vais faire, c'est une autre méthode qui est de calculer, comme dans la première vidéo, hein, je vais calculer C1 vectoriel C2. Parce que si C1 vectoriel C2 est égal à C3, ça veut dire que du coup j'ai une base qui est dans l'ordre entre guillemets, hein, c'est dans l'ordre x, y, z, et donc dans le sens direct, et donc à ce moment-là le déterminant sera égal à 1. Par contre, si j'ai C1 vectoriel C2 qui est égal à moins C3, à ce moment-là j'ai le déterminant qui sera égal à moins 1. Puisque ça veut dire que la base sera dans le sens indirect. En tout cas, les vecteurs de colonne seront dans le sens indirect. Donc, calculons C1 vectoriel C2 et regardons est-ce que ça fait C3 ou moins C3. Donc, C1 vectoriel C2, ici, ça me donne donc 1 septième. Par contre, là, il ne faut surtout pas les oublier, puisque ici, eux, ça ne va pas donner 0 le résultat, hein, comme le produit scalaire, donc forcément, il faut que je garde le 1 septième. Donc 1 septième de moins 2, 6, moins 3, vectoriel C2 qui est égal à 1 septième de 6, 3, 2. Et là, contrairement à tout à l'heure, le 1 septième, je vais le mettre devant par linéarité du produit vectoriel. Par contre, je ne vais pas dire que c'est 1 sur 49, mais je vais laisser 1 septième fois 1 septième. On va voir juste après pourquoi. Et maintenant, il faut que je calcule le produit vectoriel de ça et de ça. Et le produit vectoriel, hein, je rappelle, quand je fais le produit vectoriel de deux vecteurs,
pour avoir le coefficient en haut, je barre la première ligne et je fais la règle du gamma. Ensuite, pour avoir la deuxième ligne, je barrerai la deuxième ligne, je fais le gamma mais dans l'autre sens. Et pour avoir la troisième ligne, je barre la troisième ligne et je fais la règle du gamma dans le sens normal. Donc c'est parti, si je raye la première ligne, il me reste 6, 3, moins 3 et 2, et donc la règle du gamma me donne 6 fois 2, moins 3 fois 3, donc 6 fois 2 ça fait 12, moins 3 fois 3 ça fait moins 9, mais avec le moins ça fait plus 9, donc ça fait 12 plus 9 qui me donne 21. Donc là j'ai 21. Ensuite je raye la deuxième ligne et je fais le gamma dans l'autre sens, donc ça fois ça, moins ça fois ça. 6 fois moins 3, ça fait moins 18. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et attention, hein, c'est ça moins ça, donc ça fait moins 18 plus 4. Moins 18 plus 4, ça fait moins 14. Donc là, j'ai moins 14. Et enfin, je barre la dernière ligne, je fais ça fois ça, moins ça fois ça. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. 6 fois 6, ça fait 36. Avec le moins, ça fait moins 36. Donc ça fait moins 6, moins 36. Moins 6, moins 36. Ça nous donne moins 42. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir laissé le 1/7 devant, parce que je vois que là, j'ai à chaque fois des multiples de 7. Et donc si j'ai des multiples de 7, je peux tout diviser par 7 en rentrant le 1/7 à l'intérieur. Alors que celui-là, et celui qui est devant, il reste. Donc celui qui est devant, donc c'est 1/7, lui, il reste. Et donc si je rentre ce 7 à l'intérieur, ça revient à diviser par 7. 21 sur 7, ça fait 3. Moins 14 sur 7, ça fait moins 2. Et moins 42 sur 7, ça fait moins 6, parce que 6 fois 7, 42. Donc ça fait moins 6. Et là, je vois que je retrouve le même vecteur qu'ici, mais avec des moins. Parce que c'est pas moins 3, c'est 3, c'est pas 2 et 6, c'est moins 2 et moins 6. Et donc, ce qui fait que j'ai pas C3, mais moins C3. J'ai donc C1 vectoriel C2 qui est égal à moins C3, et donc j'en déduis que le déterminant de A est égal à moins 1. Parce que comme la matrice est orthogonale, je sais que son déterminant c'est soit 1, soit moins 1. Mais comme ici, C1 vectoriel C2 est égal à moins C3, j'en déduis que le déterminant est égal à moins 1. Alors comme le déterminant est égal à moins 1, ça veut dire que c'est une isométrie indirecte et donc c'est une matrice de réflexion. Et donc il faut que je trouve matrice de réflexion par rapport à quoi? Alors comme c'est en dimension 3, ici normalement c'est par rapport à un plan, et donc il faut que je trouve ce fameux plan. Ce fameux plan, eh bien c'est l'ensemble des points invariants, puisque je sais que quand je fais une réflexion par rapport à un plan, l'ensemble des points de ce plan sont invariants, parce que le symétrique d'un point d'un plan par rapport à lui-même, par rapport à ce plan, ça va être lui-même. C'est-à-dire que les points de ce plan sont invariants, donc je dois trouver l'ensemble des points invariants par la matrice A. C'est-à-dire que je dois résoudre l'équation AX égale AX, qui par définition, ça représente l'ensemble des points invariants, avec X qui est égal à un vecteur X, Y, Z. Alors c'est parti. Je vais écrire directement le système qu'on obtient en faisant A fois X. Donc ça me donne, alors attention, il y a le 1/7 devant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, AX, ce sera 1/7 de l'équation en X, Y, Z que j'obtiens avec ça, c'est-à-dire moins 2x plus 6y moins 3z. Donc là, j'aurai moins 2x plus 6y moins 3z. Et donc tout ça est égal à x, puisque ici c'est la première coordonnée. Pour la deuxième ligne, j'aurai toujours le 1/7, facteur 2, donc 6x plus 3y plus 2z. Donc 6x plus 3y plus 2z. Donc qui est égal cette fois-ci à y, la deuxième ligne. Et enfin, troisième ligne, donc 1/7. Et ensuite, moins 3x plus 2y plus 6z. Donc moins 3x plus 2y plus 6z. Et le tout qui est égal à z. Donc voilà ce que j'obtiens comme système. Alors pour ne pas avoir à tout réécrire à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais me débarrasser du 1/7 en multipliant tout par 7. Si je multiplie par 7, ici j'aurai 7x, 7y et 7z. Et donc bien sûr le 1/7 s'en va, puisque je divise, je multiplie par 7. Alors comme je n'ai plus le 1/7, du coup les parenthèses ne servent plus à rien. Donc je vais les enlever directement. Voilà. Ensuite pareil, je vais passer directement tous les x, y, z à gauche. Alors je vais le faire directement pour ne pas avoir à réécrire le système. Donc moins 2x moins 7x, ça fait moins 9x. Donc là j'aurai moins 9x et donc ici j'aurai 0. Pareil, le 7y, si je le passe à droite, donc ça fait 3y moins 7y, ça fait moins 4y. Donc là j'aurai moins 4y et donc ici j'aurai 0. Et ici, 6z moins 7z, ça fait moins z. Donc là j'aurai moins z et donc ici j'aurai 0. Donc j'obtiens 3 équations. Sauf que ces 3 équations, on voit qu'elles ont quelque chose de particulier, c'est que en fait c'est les mêmes. Parce que si je prends la dernière équation et que je la multiplie par 3, ça me fait moins 9x, comme ici.
6y comme ici, et moins 3z comme ici, et 0 et 0. Ce qui fait qu'en fait, celle-là, c'est 3 fois L3, et donc vu que c'est 3 fois L3, bah, c'est la même, et donc du coup, je peux l'enlever. De la même manière, si je multiplie L3 par moins 2, donc moins 3 fois moins 2, ça fait 6, là, ça fait 2 fois moins 2, moins 4, et moins 2, ça fait plus 2. Et donc, finalement, ça, c'est égal à moins 2 L3, mais si c'est moins 2 L3, bah, c'est la même, hein. C'est juste à diviser par moins 2, j'aurai exactement la même. Et donc, du coup, je peux l'enlever aussi. Donc finalement, bah là, la résolution du système a été très rapide, puisque j'obtiens uniquement ça, et je ne peux plus rien faire. Et par contre, j'ai bien l'équation d'un plan, le plan d'équation moins 3x plus 2y moins z égale 0. Et donc, vu que ce sont l'ensemble des points invariants, je sais que la matrice, on dit que c'est une matrice de réflexion, donc ce sera la matrice de réflexion par rapport à ce plan. Donc finalement, hein, grand A, c'est la matrice de la réflexion par rapport, donc par rapport, je mets un slash, hein, par rapport au plan d'équation moins 3x plus 2y moins z, qui est égal à 0. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus rapide que la première vidéo où je faisais une matrice de rotation, parce que là, une fois que j'avais trouvé l'ensemble des points variants, j'avais une droite, et après, une fois que j'avais cette droite, il fait que je trouve l'angle de la rotation. Et l'angle de la rotation est assez long à trouver, parce qu'il faut faire le produit mixte, etc. Ici, il n'y a pas d'histoire d'angle, parce que c'est pas une rotation, c'est une réflexion. Donc il faut juste trouver, c'est une réflexion par rapport à quoi. Et là, pour le coup, c'était une réflexion par rapport à un plan, donc j'ai juste à faire l'équation du plan, et comme on le voit, on se trouve très facilement avec le système qui était ici, en pensant bien à multiplier par 7, à passer tous ces 7x, 7y, 7z à gauche, et après, on voyait qu'on arrivait directement en fait sur la même équation. À chaque fois, c'est juste x3 ou x-2, ce qui fait qu'on peut les enlever, ces équations, et donc finalement, j'ai plus que celle-là, et donc je trouve directement le plan invariant. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.